C'était il y a 20 ans. Le 16 mai 2003, Casablanca a été frappée par des attentats. 45 personnes perdaient la vie, dont 12 terroristes. Le Maroc devenait le premier pays du Maghreb à être touché par le phénomène kamikaze. 5 attentats suicides avaient lieu dans la capitale économique et allaient bouleverser le royaume en profondeur. Comment la rédaction de Tel Quel a vécu ces tragiques événements? Quel impact 20 ans après? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez Le Scan, le podcast actu de Tel Quel. Et ce mercredi 17 mai 2023, je vous propose de plonger 20 ans en arrière. السلام عليكم وأهلا بكم ضمن هذا الموجز الإخباري الاستثنائي الذي نخصصه لمتابعة تطورات حادث الانفجارات المتتالية التي وقعت مساء أمس الجمعة بالدار البيضاء وخلفت حسب حصيلة مؤقتة 20 قتيلا. C'était il y a 20 ans, le 16 mai 2003, 5 attentats suicides allaient frapper la capitale économique et marquer à jamais son histoire. Ce soir-là, la rédaction de Tel Quel terminait son numéro hebdomadaire. Mais très vite, 2 premiers appels, quelques minutes après le drame, allaient tout changer. Driss Xikas, rédacteur en chef de l'époque, nous racontera dans un instant comment le journal a vécu et couvert l'événement. Le lendemain, le 17 mai 2003, en effet, Tel Quel publiait un numéro spécial avec un changement sur sa couverture. L'hebdomadaire, habituellement en rouge, sortira en noir avec une photo d'un des lieux complètement ravagés par l'attaque. Dans ce numéro, Tel Quel reviendra sur le déroulement des faits. Parmi eux, le journal raconte l'instant de vie d'Abdelatif, vendeur de cigarettes au détail proche du cimetière juif. Ce soir-là, il vient tout juste de déplacer son tabouret et sa marchandise derrière un mur pour se protéger du froid. Il ne sait pas encore que sa frilosité va le sauver, écrit Ahmed Reda Benchemsi. De leur côté, Nourdine, Ihab et Yassine, 3 amis, 3 adolescents, décident d'aller griller une cigarette adossée à une petite fontaine publique d'une place proche du cimetière juif. Ils ne s'en sortiront pas indemnes. À 22 heures précises, la bombe explose. Nourdine, qui était le plus proche de la fontaine, est littéralement déchiqueté. Ihab, 4 mètres derrière lui, sent une douleur fulgurante lui traverser l'épaule. Réflexe salutaire, il plonge sous la voiture garée là. Yassine, lui, était suffisamment loin pour ne pas être blessé, mais est tout de même projeté plusieurs mètres en arrière. Abdelatif, lui, le vendeur de cigarettes au détail, n'a rien vu. Au moment de l'explosion, écrit Ahmed Reda Benchemsi, il se bat pour ramasser sa déca de café posée au sol. Quand il relève la tête, il voit passer devant lui, rasant le sol et produisant des étincelles, l'énorme plaque de tôle qui était proche de la fontaine. La plaque d'acier termine sa course folle 200 mètres plus loin. Ce récit exact, précis des faits a été rendu possible par les journalistes de la rédaction de Tel Quel mobilisés et se rendant sur place le soir même de l'événement. Driss Xikas, rédacteur en chef à l'époque, s'en souvient encore. Bonjour Driss. Bonjour. Tu es rédacteur en chef à l'époque des faits, à l'époque des attentats du 16 mai 2003. Raconte-nous comment, à l'époque, tu apprends la nouvelle des explosions, puis la confirmation qu'il s'agit bien d'attentats. Alors, nous étions chacun chez lui à un moment. On commence à s'appeler entre nous pour dire, voilà, il y a telle explosion. Puis, on comprend tout de suite, quasiment spontanément, qu'il s'agit de quelque chose de meurtrier, parce qu'il y a eu ce qui s'est passé dans l'hôtel Farah et la Casa España. Et quand même, faire exploser un restaurant, on peut penser à une bonbonne, mais tout de suite, il y a en même temps l'hôtel où quelqu'un rentre et on voit que c'est une explosion. Et puis, il y a le cimetière juif. Donc, la concomitance de tout ça fait qu'on ne pouvait pas avoir de doute là-dessus. À ce moment-là, comment toi tu réagis et comment la rédaction de Tel Quel réagit? Quel est le sentiment qui prédomine? D'abord, on est au milieu de semaine. Avec Ahmed Benchemsi, on se parle, on réunit la rédaction tout de suite et on dit, bon, allez, les amis, on ne va pas attendre de sortir un numéro en fin de semaine. Ça, c'est une autre responsabilité. Et ce que les autres médias ne vont pas faire, c'est qu'ils ne vont pas faire le relevé de terrain dans le vif. Donc, il faut le faire.
Et tout de suite, on dispatche les équipes dans les 5 lieux pour faire une sorte de bréviaire, de journal vivant, minute par minute, de ce qui se passe. Avec bien sûr un reportage photo et cette couve noire que nous avions conçue à l'époque pour marquer le deuil. Voilà, d'abord un sentiment de responsabilité professionnelle, d'informer, mais d'informer de la manière la plus juste et en même temps la plus précise et dans cette culture de reportage qui est la nôtre. Donc le numéro sort le lendemain, le 17 mai, donc c'est une mobilisation toute la nuit qui va être faite par la rédaction de Tel Quel. Juste par curiosité et pour savoir, pour l'histoire, quel était le numéro qui était prévu à la base? Puisqu'on est le 16 mai, c'est un jeudi, le lendemain, il devait y avoir un numéro. Est-ce que tu te rappelles de ça? Non, je ne me rappelle plus de... Malheureusement, je ne me souviens plus. Je pense qu'on avait déjà en chantier un numéro qui devait être bouclé en même temps. À l'époque, on était assez transcendé par tous ces événements et il y avait une belle mobilisation. 2003, on est encore à peine moins de 2 ans avant le début de Tel Quel. C'était une période galvanisatrice. Effectivement, dans un contexte de presse totalement différent à celui d'aujourd'hui. Justement, Driss, 20 ans après, est-ce que tu dirais que ces attentats ont changé bien plus que la politique sécuritaire du pays? Moi, au lendemain, déjà, moi j'avais écrit un édito, nous sommes tous responsables, Oui. parce que je refusais de pointer du doigt uniquement les sécuritaires et de dire que ça, c'est la faillite de l'école, c'est la faillite de la politique, c'est la faillite de la politique urbaine, c'est la faillite de plein de choses. Évidemment, si d'un point de vue sécuritaire, on a même fait du zèle maintenant, au point qu'on revient à des formes répressives. Si on a créé l'INDH, par exemple, comme une réponse possible sur l'inclusion, je ne suis pas sûr que sur les questions de fond, les questions structurelles qui sont la question de l'école, la question de la culture, la question de l'esprit critique, toutes les questions qui, de manière transversale et sur la durée, marquent les esprits, je ne suis pas sûr qu'on ait fait énormément. Il y a plus d'initiatives privées qui se font, une conscience de la nécessité de partenariat sur ces questions, mais on est très 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 loin du compte. Disponible dans les archives de Tel Quel, le numéro du 17 mai 2003 est un numéro d'histoire qui témoigne des faits avec exactitude. Ces attentats vont à tout jamais changer la face du pays, notamment en matière de politique sécuritaire. Une semaine plus tard, un événement majeur va survenir. Nous sommes le 23 mai 2003. Le projet de loi contre le terrorisme, édicté comme un Patriot Act marocain, est adopté par la Chambre des conseillers. Il constitue le premier dispositif légal en la matière au Royaume. Pourtant, quelques mois auparavant, les élus avaient rejeté une première mouture de ce texte jugé restrictif à l'époque. Ce texte, il va apporter plusieurs nouveautés, dont la qualification d'acte de terrorisme pour toute infraction lorsqu'elles sont commises intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but l'atteinte grave à l'ordre public par l'intimidation, la terreur ou la violence. C'est un tournant. Quelques semaines plus tard, des arrestations auront lieu. De lourdes condamnations seront prononcées à l'encontre de plus d'une centaine d'individus pour leur implication dans des réseaux salafistes. La justice estimera que des salafistes ont inspiré et radicalisé les auteurs des attaques du 16 mai. Les peines prononcées iront jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle. Autre événement sécuritaire durant ces 20 dernières années, la nomination d'Abdelatif Hamouchi à la tête de la DGST. 2 ans plus tard, le 14 mai 2005, le sécuritaire est un spécialiste de la nébuleuse islamiste et de la salafia djihadiyya qui sévit au Maroc. Il a fait toute sa carrière au sein de la Direction générale de la surveillance du territoire du Maroc. À 39 ans, à l'époque, il devient le plus jeune patron du service de renseignement que le Royaume n'ait jamais connu. Avec lui, une refonte complète de la maison DGST est lancée. 12 ans plus tard, en 2015, le Maroc verra sous son aire la création d'un FBI marocain,
Une réforme du code pénal accordera aux officiers de la DGST un statut de police judiciaire. Ce service de renseignement, c'est alors le Bureau central des investigations judiciaires, officiellement fer de lance de l'action antiterroriste. Pas moins de 51 cellules impliquant plus de 800 terroristes présumés seront neutralisées entre 2015 et 2018. Abdelatif Hamouchi prendra dans la foulée durant cette même période les rênes de la DGSN, la Direction générale de la Sûreté nationale, et sera donc le premier responsable à cumuler ces 2 postes stratégiques dans le dispositif sécuritaire du Royaume. Malgré cela, durant ces 20 ans, plusieurs tentatives d'attentats ont eu lieu et un autre attentat a marqué les esprits, celui du café Argana à Marrakech en 2011. Mais bien plus tôt, le 14 avril 2007, un attentat va frapper les abords du consulat américain de Casablanca. 2 frères se feront exploser sur le boulevard Moulay Youssef. Le 11 mai 2007, également quelques jours plus tard, un kamikaze équipé de ceintures explosives s'introduira dans un cybercafé de Sidi Moumen. 3 personnes seront blessées. Ces attentats de Casablanca du 16 mai 2003 ont donc marqué à tout jamais la face du pays, sécuritaire mais aussi politique, une date historique que tout un chacun aurait préféré ne jamais connaître. Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. N'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.